Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Direct Gestion. Le débat, comme tous les matins, 9h30 à 10h, un spécial crowdfunding ce matin, le bilan de 2015 des poids lourds de crowdfunding en France. J'accueille Stéphanie Savel, la présidente de WeSeed. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Olivier Goy, le fondateur de Lindix. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous deux. On voit que le crowdfunding a fait des émules. De plus en plus de plateformes apparaissent depuis effectivement la fin du monopole bancaire. Voilà, ce sont des petites structures maintenant qui peuvent organiser ce financement par la foule, ce financement participatif. Les Français aiment plutôt ça, Stéphanie. Ça se passe plutôt bien pour WeSeed. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement, la genèse du projet WeSeed? Alors c'est vrai que les choses ont accéléré depuis quelques années, notamment depuis la sortie de la réglementation, et j'en parle à l'aise en tant que présidente de WeSeed parce que WeSeed a été créé en 2008. À l'époque, on était les premiers en equity crowdfunding, donc pour permettre à des particuliers d'investir en fonds propres, en actions dans des jeunes entreprises innovantes, et c'était un peu plus rude puisque le marché n'était pas encore suffisamment mûr, il y avait peu d'acteurs, c'était quand même un genre d'ovni dans le monde du financement. Complètement, et puis là du coup, les banquiers qui avaient ce monopole, qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'était il faut être un peu plus précis que ça. Sur l'investissement en capital que nous opérons chez WeSeed, les banques n'ont pas le monopole et les banques sont assez peu présentes sur ce marché. Elles financent assez peu en fonds propres les jeunes entreprises innovantes, c'est pas tellement leur rôle. Et donc nous, on n'attaque pas ce marché, on ne rentre pas directement en concurrence avec les banques sur ce sujet-là. Et la réglementation de 2014, donc du 1er octobre 2014, a eu un grand mérite qui est de créer un statut officiel, régulé, encadré pour les plateformes, à la fois les plateformes de prêt, et c'est là que le monopole bancaire a été un tout petit peu entaché, on ne va pas dire qu'on l'a complètement bouleversé, mais c'est un cas. Et puis sur l'investissement en capital, on a eu un nouveau statut également de conseiller en investissement participatif. Et chez WeSeed, on a vraiment senti l'accélération parce que le fait d'avoir un statut régulé, c'est créateur de confiance vis-à-vis des particuliers, et les particuliers viennent de plus en plus sur la plateforme pour soutenir des entreprises innovantes, des jeunes entreprises en phase d'amorçage et qui proposent des projets de toute nature. Donc ça, c'est pour le crowdfunding. Donc l'equity crowdfunding, c'est-à-dire on prend des parts dans l'entreprise, finalement on se met aux côtés, on devient soi-même business angel, c'est bien ça? Exactement, et c'est le pari aussi qu'on fait chez WeSeed avec cette volonté forte que nous avons de démocratiser l'investissement des particuliers et de faire en sorte que cet investissement en capital ne soit pas réservé justement aux business angels, mais soit accessible aussi aux particuliers qui ont envie d'investir. Et de diversifier aussi, il n'y a pas que la bourse, il n'y a pas que les sociétés cotées. Portefeuille. On permet à des particuliers d'investir à partir de 100 € sur WeSeed, donc de devenir actionnaire d'une jeune entreprise innovante à partir de 100 €. Il n'y a pas de maximum, on accepte aussi des gros tickets, il y a des investisseurs qui mettent des montants importants jusqu'à 200 000 €. Il y a un élément que vous avez évoqué qui est extrêmement important, c'est la diversification. On est sur un investissement risqué. Ce n'est pas le crowdfunding en soi qui est risqué, c'est le fait qu'on investit dans des entreprises en phase d'amorçage. Et donc, il faut leur laisser le temps de faire leurs preuves. C'est ce qu'on appelle le capital risque, qui est une activité en soi risquée. Et donc, pour ça, il faut absolument diversifier son portefeuille sur différents projets, sur différentes natures de projets. Alors, on va y revenir pour l'equity crowdfunding. Olivier Goy, vous vous êtes lancé plutôt dans le crowdlending. Expliquez-nous la différence. Alors la différence, c'est qu'on ne devient pas actionnaire d'une entreprise comme sur WeSeed, mais on devient banquier de l'entreprise, c'est-à-dire on prête de l'argent à l'entreprise. Donc là, effectivement, notre activité était strictement interdite. Il y avait en France un monopole bancaire strict, c'est-à-dire que le fait de prêter de l'argent à une entreprise, ça vous emmenait tout simplement par la case prison et amende. Donc c'était très clair. Là, on n'a pas trop envie de démarrer. Non, c'est pas le meilleur moyen de commencer dans la vie. Donc en revanche, depuis le mois d'octobre 2014, comme le soulignait tout à l'heure Stéphanie, il y a une ouverture dans le monopole bancaire. Cette ouverture, il y a deux limites, effectivement. La première, c'est qu'une entreprise, quand elle souhaite emprunter sur une plateforme comme Lendix, elle ne peut pas emprunter plus d'1 million d'euros. C'est la première limite qui a été mise. C'est pas mal quand même déjà, 1 million d'euros. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre édito, hein, ça nous permet de toucher des entreprises comme 5ASEC ou Alain Ducasse. Donc on peut monter très haut en termes de taille d'entreprise. C'est même une surprise pour nous. On ne pensait pas attirer des entreprises de cette taille-là. Et puis la deuxième limite, et qu'on trouve très bonne, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est qu'en particulier donné, quand il prête de l'argent à une entreprise, il ne peut pas mettre plus de 1 000 € à la fois. Il peut faire un nombre illimité de projets, mais pas plus de 1 000 € à la fois. Alors pourquoi je trouve ça bien? Je trouve ça bien tout simplement parce que ça pousse les particuliers à
à diversifier leurs investissements. Et je pense que quand on prête de l'argent à une entreprise, il n'y a rien de tel que diversifier. C'est effectivement du prêt, c'est moins risqué que du capital, mais ça nécessite néanmoins une grande diversification dans son investissement. Est-ce qu'il faut être un expert justement aujourd'hui pour investir avec l'index? Quand on va sur la plateforme, ça a l'air très simple. On imagine que c'est vous qui faites en amont la sélection de l'entreprise à Alors laquelle nous, on fait un vous avez énorme prêté. filtre. On fait un énorme filtre forcément sur les entreprises que l'on présente sur la plateforme. Pour vous donner une idée, on a reçu plus de 500 millions d'euros de demandes de financement pour en traiter 11. Donc pourquoi il y a eu autant de demandes de financement et aussi peu finalement, on peut penser, de financement réalisé? Tout simplement parce qu'au début, il faut qu'on explique ce que l'on fait. Ce qu'on explique ce que l'on fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on finance des entreprises qui font minimum 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont rentables. Aujourd'hui, on a eu un afflux énorme de start-up qui ne faisaient pas forcément la différence entre le capital et le prêt. C'est-à-dire qu'elles venaient chez nous en disant, tiens, c'est pas mal, vous, ça évite de se diluer. Ben, malheureusement, oui, c'est vrai que ça évite de se diluer quand on fait un prêt, mais on ne peut pas faire des prêts à des entreprises qui démarrent. Donc il y a pas mal d'erreurs d'aiguillage. Donc voilà, donc nous, on fait un énorme filtre, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, parce que même si on fait un filtre, on peut toujours nous accuser d'avoir un filtre qui est trop lâche, parce qu'on a une incitation à faire du volume, très clairement. Vous l'avez dit dans votre édito, toutes les plateformes se battent à qui fera le plus de volume. C'est vrai qu'à cette course-là, c'est nous qui avons gagné en 2015, mais le volume, c'est rien si après il y a des taux de défaut énormes. Donc il faut absolument rester dans des taux de défaut énormes. On va parler des risques dans un instant. Je reviens. Donc 500 000 euros minimum, c'est le premier filtre. C'est le premier filtre sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, ça veut dire que voilà, on est start-up. On va plutôt à ce moment-là, si on est start-up, aller voir WeSeed pour dire voilà, WeSeed, on démarre. On sent que c'est la petite pousse, là, la jeune pousse qui a besoin voilà, d'être arrosée. Donc de financement, on ne fait pas encore 500 000. Si, on peut reprendre sur le papier. Mais... On peut faire. C'est vrai que la chaîne assez classique du financement, c'est que les startups aux premières années de leur vie et qui, quand elles ne génèrent pas encore de chiffre d'affaires, s'adressent plutôt à de l'equity crowdfunding, donc en l'occurrence à WeSeed. Et c'est vrai qu'on a aussi un filtre et un taux de sélection qui est extraordinairement fort sur WeSeed, pour les mêmes raisons qu'évoquait Olivier. On a besoin de sécuriser les investissements et donc d'être très sélectif sur les projets pour ne pas emmener les investisseurs dans des projets qui seraient trop risqués. On a reçu en 2015 à peu près 1000 projets de demande de fonds d'entreprise et on en a financé 4 à 5%. Donc il y a un vrai filtre qui s'opère et que nous, on fait nous-mêmes en interne et on associe notre communauté à ça. Et donc la logique, c'est effectivement pour ces startups de venir chercher des fonds en capital sur WeSeed. Ce qui n'empêche pas ensuite qu'une fois qu'elles ont développé leur chiffre d'affaires et suffisamment de business, elles puissent aller se financer sur des plateformes comme l'Index. D'accord, on démarre sur WeSeed et ensuite on peut aller voir l'Index pour continuer son développement. Alors, éventuellement. Oui, on peut avoir bien sûr ce parcours-là, mais je dirais même qu'on finance des entreprises quand un investisseur rentre en... C'est des logiques vraiment très différentes. En fait, on est là, c'est autour d'une même table parce qu'on relève d'une réglementation qui est née en même temps, ça relève du crowdfunding, du financement par la foule au sens large, mais c'est des logiques assez différentes. C'est-à-dire que, pour vous illustrer ça par un exemple, quand quelqu'un devient actionnaire d'une entreprise, qu'il espère, c'est faire une plus-value. Donc il faut que ce soit une entreprise quand même de croissance, qu'elle soit très jeune ou qu'elle soit moins jeune. Elle peut être rentable et de forte croissance. Nous, on finance également des entreprises qui n'ont pas de croissance. Alors vous allez me dire, vous êtes fou, non? Parce que quand on finance un restaurant en Lozère, on a eu ce cas sur l'Index, le restaurant, on ne peut pas vendre qu'il va doubler son chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Ce n'est absolument pas le cas. Par contre, ce restaurant est rentable, il va continuer d'être rentable, c'est notre pari, et donc il va avoir une capacité à rembourser un emprunt. Donc on peut avoir des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises ambitieuses sur une plateforme comme l'Index, ce qui est très différent dans l'equity, où un actionnaire, il demande à financer des entreprises ambitieuses, à minima sur le papier. Après, dans la réalité, on voit, mais à minima sur le papier, on doit être ambitieux. Nous, on finance tout type d'entreprises. Il y a des entreprises de forte croissance, rentables, et il y a des entreprises sans croissance, mais rentables. Donc ce qui fait que dans la diversité des dossiers qu'on a traités, c'est extrêmement large. Ça va d'entreprises de 3 à 1800 salariés, de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 200 millions. Mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles font toutes de l'EBITDA positif, de résultat d'exploitation. Du résultat. Positif. Merci, on parle on est émission boursière, là, on est émission boursière. C'est vrai. Alors, il y a quelque chose quand même qui est commun à vos deux sociétés, c'est évidemment les rendements qui sont proposés, c'est-à-dire le coût du risque, quelque part, ce qui va rémunérer soit l'actionnaire, soit le prêteur. Et là, c'est de 4 à 9, voire 10% sur les différents projets. Évidemment, ça attire, notamment dans le contexte actuel, de taux extrêmement bas, le livret A qui serait du comme peau de chagrin, le fonds euro de l'assurance vie. Et on se dit, là, c'est un peu bonanza. Est-ce que ça veut dire que derrière, justement, il y a un risque supérieur ?
Alors, nous, sur WeSeed, on propose 3 types de projets, 3 natures d'investissement justement pour permettre aux particuliers de diversifier son risque. Du financement de start-up avec une attente de forte performance, de retour sur investissement élevé, mais l'acceptation d'un risque aussi élevé. Et ça, c'est plutôt les start-up. Et on a fait une sortie positive jusqu'à présent, il y a à peu près 18 mois, 2 ans, d'une boîte qui, 18 mois après l'investissement, a permis de servir aux investisseurs un TRI, donc un retour sur investissement, de 43% net. Ce qui était une très très belle performance. Mais en contrepartie de cette performance, il faut accepter une dose de risque élevée. Donc ça cible un certain profil d'investisseur. Et puis on a développé 2 autres activités sur la plateforme, le financement de projets de promotion immobilière, où là il s'agit d'apporter en fonds propres ou en quasi-fonds propres à des promoteurs immobiliers une partie du financement du programme, le reste étant couvert par de la dette bancaire. Et là, on est sur un rendement qui est moins élevé que celui attendu sur les startups, de 8 à 12, 13, 14% Attendez, on est à 10% annuel, on voit un projet effectivement au cœur à de masse, 10% sur 18-24 mois. Oui, voilà, donc c'est plus important que le livret A, mais c'est moins fort que sur le rendement attendu sur une start-up. Et on est sur des périodes plus courtes, de 2 à 3 ans. Maximum. Je peux voir d'ailleurs que là, il y a un petit curseur, je peux investir 1000, 2000, 8000, 10 000. Là, on n'est pas limité aux 1000 euros dont parlait Olivier il y a un instant. On est en fait dans le cadre de notre métier de conseiller en investissement participatif sur l'equity. On peut proposer à des particuliers d'acheter des actions, donc de devenir actionnaire, ou des obligations, de souscrire à des obligations, où là, on ne devient pas actionnaire. Mais on n'est pas concerné par cette limite des 1000 euros par personne. Nous, on recommande quand même de diversifier, toujours pareil, son portefeuille. Donc, start-up immobilier. Start-up immobilier. Et puis, on vient de lancer aussi le financement de sociétés coopératives qui, là, nous permettent d'adresser des entreprises plus mûres, comme l'évoquait Olivier, des boîtes qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui sont rentables et qui sont sur une logique aussi de financement, de développement, sans doute moins important que du côté des startups, et avec une forme de financement à plus moyen terme, avec un taux de rendement qui est un peu plus faible que sur l'immobilier ou sur les startups, mais qui est du coup moins risqué. Moins risqué, puisque bon, là on voit à l'écran Etikable, effectivement, la société, peut-être on boit du café, du thé, on mange des petits biscuits. C'est vrai que c'est plus connu, c'est à pignon sur rue dans les supermarchés. Donc là, le rendement sera autour de combien si on finance ? On est sur un financement qui combine un taux fixe minimum qui est à l'ordre de 4%. Ensuite vient s'ajouter un taux variable qui dépend des performances de l'entreprise. Et puis une plus-value de cession qui là aussi dépend du rendement qui a été servi annuellement. Donc on est dans un placement, j'allais dire, presque plus bon père de famille, où on attend un rendement régulier sur une période de 7 ans en gros. Voilà, pas trop de limites. Pour la sélection, pour vous Olivier, c'est quoi les critères justement? On a vu que l'immobilier, le crowdfunding immobilier marchait très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Quels sont les types de projets que vous sélectionnez? Alors nous, ce qu'on cherche à offrir aux clients, c'est la plus grande diversité en termes de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on a eu des projets dans l'immobilier, mais on a la volonté d'être présent dans tous les secteurs d'activité. Encore une fois, notre seul filtre, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a minimum 500 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que l'entreprise est rentable? Et à partir de là, on regarde sa capacité de remboursement. Est-ce que c'est cohérent avec le montant qu'elle souhaite emprunter? C'est notre seul filtre. Après, on n'a pas de volonté d'aller plus ou moins sur tel ou tel secteur d'activité. Donc là-dessus, il n'y a pas de recherche délibérée d'être surpondéré quelque part. Voilà, on voit Hôtel, Diana, notre service, Orchid Création. Il y a deux projets en ce moment, Prestaction, je ne sais pas ce qu'ils font, Duty Free Concept, commerce, distribution de négoce. Donc tout cela, c'est des montants financés, on voit 150 000, 40 000, 174 000. C'est des prêts qui vont en général de 30 000 à 1 million d'euros. Je reviens sur le mécanisme du rendement qui est encore là, extrêmement différent de l'approche en fonds propres ou quasi fonds propres, puisque quand vous êtes sur un prêt, en fait, vous avez un taux qui est contractuel, qui est fixé, qui va de 4 à 9%. L'entreprise qui a emprunté le moins cher, donc il y avait la meilleure qualité de risque chez nous, c'était 4%, et le plus cher, donc la qualité de risque la plus risquée, c'était 9%. Mais le point qui est important, c'est quand vous faites un prêt, c'est exactement comme vous allez contracter un prêt immobilier à votre banque, vous recevez tous les mois du capital et des intérêts. Donc c'est pas la même logique, on n'attend pas une sortie sur l'entreprise, on n'est pas dans une logique fonds propres ou quasi fonds propres, on est vraiment dans une logique où tous les mois vous recevez de l'argent. Et d'ailleurs ce qu'on invite nos clients à faire, c'est à partir du moment où ils reçoivent de l'argent tous les mois, c'est de réemployer cet argent sur des nouveaux dossiers pour se construire au final un portefeuille diversifié sur à peu près 50 prêts. Et quand on regarde... 50 prêts à 1 000 euros plutôt que mettre 50 000 euros sur un seul projet. De toute façon, 50 000 euros sur un seul projet, c'est interdit. Et si c'était autorisé, on les inciterait surtout à ne pas le faire. Ce serait vraiment une énorme bêtise. Voilà, les bonnes pratiques pour investir en crowdfunding, les risques et puis pratiquement comment ça se passe, les business plans aussi de WeSeed et de l'Index. On décrypte tout ça dans la deuxième partie du débat. Restez avec nous.
Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.